Allô, Salut Francis, bienvenue aux techniciens, à ceux qui nous écoutent à la maison. Tellement officiel. Ah oui, Alors, ben, ça va bien, tout le monde? Oui. Yeah! On a une intrus avec nous, Ben, Francis, tu nous la présentes. Isabelle Bazin, c'est Dr Isabelle Bazin, qui est vétérinaire et qui est en train de compléter sa résidence en médecine du comportement. C'est tout un honneur de l'avoir avec nous. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, Isabelle. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. On t'a invité, dans le fond, pour parler de médecine du comportement, donc de l'aspect du domaine de psychiatrie vétérinaire, pour que tu nous en parles, mais en premier lieu, je voudrais que tu te présentes un peu du genre, pourquoi tu as choisi ça? Pourquoi j'ai choisi Comment ça? ça marche, devenir spécialiste en comportement? Parce que je pense que ça, pour ceux qui ne sont pas du domaine vétérinaire, c'est confus, je pense. Oui. C'est flou. Parfait. Donc, en fait, comme Francis l'a dit, moi, je suis vétérinaire. Donc, premièrement, donc c'est un 5 ans, finalement, d'études de médecine vétérinaire, le doctorat. Au Québec, là, il y a seulement une école qui le donne, c'est l'Université de Montréal et c'est la faculté de médecine vétérinaire à Saint-Hyacinthe. Donc, ça, c'est un 5 ans, un doctorat de premier cycle. Ensuite de ça, normalement, pour faire une spécialité, on doit faire un internat. Donc, c'est 1 an où, suite à nos 5 ans, on fait un tour là, dans les différentes spécialités. Ça peut se faire en centre privé ou, encore une fois, à la faculté ou dans d'autres facultés ailleurs, là, dans l'Amérique du Nord, dans le monde. Donc, moi, personnellement, j'ai fait ça au centre de vétérinaire DMV à Montréal. Et puis, suite à ça, pour être donc spécialiste, on doit faire une résidence. Et puis ça, une résidence, c'est 3 ans. Et donc, je suis revenue à la faculté de médecine vétérinaire faire la résidence donc de 3 ans en médecine du comportement sous la supervision de Dr Marion Desmarchelier, là, qui est la spécialiste là, en comportement à la faculté. Donc là, actuellement, je suis dans ma dernière année. Il me reste quelques mois. Je termine cet été. Et puis, suite à ça, je vais pouvoir commencer. En fait, suite à ça, je vais faire un gros examen, en fait, là, qui va me permettre de devenir officiellement spécialiste. Et puis, suite à ça, je vais commencer à travailler là, en tant que spécialiste. Yeah! Merci d'avoir expliqué parce que des fois, c'est flou. Tout le monde... je pense que dans le commun des mortels se dit ben les vétérinaires sont pas bons en comportement ou tu sais il y a comme une confusion dans les champs d'expertise des fois qu'on voit, je trouve, entre les enquêteurs, les vétérinaires spécialistes. Dans le fond, ce 3 ans supplémentaire-là de sa résidence, ça va te permettre de te spécialiser, mais de te distinguer d'un vétérinaire généraliste qui fait comme la médecine de première ligne, qui fait de tout un peu, de la médecine préventive, des examens, vaccins, qui fait aussi des petits soins. Médecine de famille, exactement, c'est le meilleur comparatif. Là, tu vas ne faire que du comportement. Que du comportement. Donc, effectivement, les petites cliniques là, de quartier, en fait, sont effectivement là, comme des médecins de famille. Puis, dans les cas où c'est des problématiques plus difficiles ou bien quand les vétérinaires sont moins à l'aise, par exemple, de jongler avec de la médication pour le comportement, par exemple, et tout ça. Mais là, à ce moment-là, comme un médecin de famille référait à un psychiatre en médecine humaine, mais nous, à ce moment-là, les vétérinaires peuvent nous référer ces patients-là, nous, en médecine du comportement. Donc, à ce moment-là, nous, qu'est-ce qu'on fait finalement dans une consultation de comportement? En fait, c'est une consultation qui est normalement beaucoup plus longue qu'une consultation normale là, de 30 minutes là, comme pour des vaccins ou autres. Donc, souvent, tout dépendant la manière, le fonctionnement, mais nous, par exemple, à la faculté, c'est un 2 heures pour la consultation initiale. Puis pendant ces 2 heures-là, donc, on prend beaucoup de questions, on fait une anamnèse très, très détaillée pour aller voir, c'est ça, le comportement d'animal dans tous ses détails, dans toutes plein de situations. Et puis, suite à ça, ben, on analyse est-ce que les comportements de cet animal-là sont entre guillemets, normaux ou anormaux. Hein? Et puis, à savoir, est-ce que l'animal a seulement besoin donc d'une
thérapie comportementale, donc de mettre en place des exercices XY pour l'aider à lui faire réapprendre des nouveaux comportements. Puis ici, dans notre analyse, là, on voit que certains comportements sont très hors de la normale, que par exemple, l'animal est souvent, les gens vont souvent dire, dans sa bulle, les fils se touchent. In the zone. Ouais, in the zone. Ouais, tu sais, plein de petits. J'ai entendu l'autre jour, il devient électrique. Des trucs comme ça. Donc, là, à ce moment-là, c'est là où nos exercices ne pourront pas nécessairement fonctionner parce que si l'animal ne nous entend pas, on n'est pas capable de communiquer avec lui. Et si on n'est pas capable de communiquer avec lui, ben on n'est pas capable de lui montrer les comportements qu'il devrait avoir. Et donc, c'est là où une médication peut devenir pertinente, finalement, pour abaisser la réactivité, abaisser la peur, l'anxiété, puis permettre à l'animal de faire ces apprentissages-là. Donc, d'où le parallèle, si on veut, avec la psychiatrie, là, on va vraiment jouer avec les mêmes médications qu'en médecine humaine, finalement. Le Prozac, l'Uvox, Paxil et tralala, là, c'est toutes des médications qu'on va utiliser aussi avec nos petits patients canins, félins, oiseaux, chevaux, animaux de zoo, peu importe. Hein, on peut tous les aider là, selon leurs problèmes. Ça va être un peu différent selon l'animal, hein, le type d'exercice, mais ça va être le fondement est très similaire, là, puis très similaire jusqu'à un certain point avec les humains aussi. Écoute, moi, il y a deux choses que j'aimerais qu'on jase, entre autres, parmi la montagne de choses, là, mais je pense que c'est important démystifier ce qui est la maladie mentale puis que ça existe. Mais avant ça, moi, ce que je trouve important de dire, c'est que c'est normal pour un vétérinaire de famille d'avoir certaines limites dans des champs spécialisés. Donc, c'est pas qu'il ne connaît pas ça, ce n'est pas qu'il n'est pas bon, c'est vraiment la médecine de famille, c'est être généraliste puis avoir un éventail de connaissances X pour soigner le plus possible. C'est une magnifique première ligne comme un médecin de famille, mais c'est drôle parce que c'est comme si on n'en veut jamais à notre vétérinaire de famille quand il n'est pas capable de faire une chirurgie de hanche ou de masse dans le cerveau, mais quand il n'est pas capable de nous aider avec un cas comportemental, on fait comme « Ah, qui ne connaissait rien ». Quand c'est aussi une spécialité que l'oncologie, la chirurgie. La cardiologie. La cardiologie. Écoute, c'est vrai ce que tu dis. Jamais au grand jamais, j'ai vu quelqu'un dire « Ah, je reviens pas que tu n'es pas capable de corriger le souffle au cœur, c'est sur 6 de mon chien. » Non, je ne suis pas capable. C'est ça. Fait que, c'est des limites qui sont normales et attendues. Puis moi, je trouve ça encore plus sain de dire hey, voici moi où est-ce que je peux te donner comme service, voici l'étendue de mes capacités, mais après ça, je te réfère à un spécialiste. Oui, non. N'importe quel domaine. Oui, n'importe quel domaine, parce que je veux dire, tu sais, moi, bon, la majorité de mes amis sont en pratique générale aussi, et puis, tu sais, moi, j'y trouve des super-héros là, de pouvoir, tu sais, moi, c'est beau, je me concentre sur un sujet, là, et puis j'approfondis, oui, tu sais, je connais bien mes choses, mais je veux dire, eux, ils doivent gérer de tout chaque jour, ils doivent gérer tout ça, puis c'est effectivement absolument normal qu'à un moment donné, tu sais, ces vétérinaires-là aient certaines limites. Puis, tu sais, chacun a ses limites différentes, chacun a ses intérêts aussi différents. Puis, il y a un vétérinaire qui va être plus à l'aise, puis qui va aller un peu plus loin, puis va être plus à l'aise à essayer certaines médications. Puis d'autres qui vont dire, ben moi, je ne les ai pas vraiment utilisées, ces médications-là, ou je n'ai pas vraiment fait de ce type de suivi-là. Je ne suis pas vraiment à l'aise. Puis, c'est juste bon pour les patients. Parce qu'en plus, si ça lui prenait plus de temps pour gérer ce cas-là qui est complexe, mais pendant ce temps-là, il ne voit pas d'autres cas qui pourraient aider. Fait, de référer aussi, ça permet de dire, c'est quoi cette charge de travail là, qui est complexe? Voici si quelqu'un pouvait s'en occuper qui est beaucoup plus rapide ou efficace, mettons, dans ses approches. Puis moi, je vais continuer à faire
les stérilisations, certains problèmes de médecine interne, ou ce dans quoi il se sent confortable puis que ça ne lui demande pas d'aller tout le temps dans ses livres pendant 3 heures. Oui, tout à fait. Puis la médecine du comportement implique énormément de suivi aussi. Puis tant que les vétérinaires généralistes sont pas toujours, ou du moins c'est plus compliqué à organiser parfois dans l'horaire de faire ces suivis-là ou peu importe. Donc, pour différentes raisons, c'est parfait. Puis les spécialistes sont finalement là pour ça, de gérer ces cas-là un peu plus compliqués, puis de faire les suivis de ces cas-là un peu plus compliqués. Ouais. Donc, des fois, ça demande, je pense, autant de précision, quand on parle de thérapie ou de suivi en médecine comportementale, la précision des éléments qu'il faut aller chercher. Des fois, ça ressemble même à la précision d'une chirurgie, je trouve. Ouais. La façon dont on pose les questions pour avoir la vraie réponse. Puis l'indication pour dire « Ah, c'est parce que tu as renforcé là ou telle affaire. » Donc, c'est assez précis. Donc, ça demande quand même... une solide expertise, là. Oui, exact. Fait que c'est pas si simple. Non, c'est pas si simple. Puis ça me fait penser, tu sais, que c'est pas si simple. Puis en même temps, c'est pas si compliqué aussi, ce qu'on dit aux gens. On ne veut pas non plus faire peur aux gens dans le sens où si vous venez en médecine du comportement, inquiétez-vous pas, vous ne sortirez pas avec 75 devoirs. Les exercices qu'on met en place, c'est souvent des trucs très accessibles, très, très, entre guillemets, faciles à appliquer. Du moins, en dehors des situations problématiques. Oui, qui vient plus compliqué, c'est dans les situations problématiques, comment est-ce qu'on arrive à appliquer ces exercices-là, puis ce qu'on veut faire à l'animal. Puis, donc, c'est ça. Oui, effectivement, c'est très... ça demande de la précision et tout ça, et des connaissances, ouais. Mais mais il ne faut pas avoir peur non plus de venir en comportement si l'animal en a besoin, parce que inquiétez-vous pas, on est là pour guider et suivre les patients et les clients là, dans tout ça. Tout à fait. Ça m'amène à penser justement comment on fait pour déterminer qu'un patient a besoin d'aller au département de médecine du comportement. Comment tu fais pour déterminer que l'animal, son comportement est anormal versus c'est un comportement normal, mais il est dérangeant? Oui, ça c'est une très bonne question. Donc, des éléments clés, là, pas nécessairement comme la totalité de ton technique. Premièrement, je crois que une des conditions pour laquelle moi, je pense que les animaux devraient toujours avoir de la médication, c'est par rapport à l'anxiété de séparation. Parce que ça, quand on n'est pas là, il n'y a pas d'exercice qu'on peut faire. On ne peut pas agir. C'est ça, on ne peut pas agir. On peut faire des petites choses avant pour aider à le calmer. On peut laisser des trucs, pardonnez-moi, on peut laisser des choses à manger, on peut laisser de la petite musique. Je veux dire, il y a des petites choses qu'on peut faire pour diminuer les bruits autour et tout ça. Mais au final, on n'est pas là, on n'est pas là. On ne peut pas changer le comportement quand on n'est pas là. On ne peut pas changer le comportement avec des exercices si on n'est pas là. Donc, bref. Donc, ça, c'est une des conditions où de base, là, on doit toujours mettre de la médication. Si on sait que notre chien aboie toute la journée quand on n'est pas là, détruit des choses quand on n'est pas là, idéalement, il faut le filmer pour s'assurer que, effectivement, le chien n'est pas bien, puis que c'est pas juste le chien joue avec le bac de recyclage ou peu importe. Il y avait du poulet dans la poubelle, il est allé dans la poubelle. Exact. Mais ça, c'est un critère là, pour moi qui est facile à trouver. Deuxième chose, donc, quand je parlais tout à l'heure du comportement un peu normal, anormal, je pense que c'est beaucoup quand les gens vont beaucoup utiliser, il est dans sa bulle, il ne m'entend pas du tout. Je ne le reconnais pas. Ouais, les fils se touchent, ses yeux changent. Pas capable de l'interrompre. Il est plus lui-même. Capable d'interrompre. Que le chien, dans les situations calmes, il n'y a pas de problème, on est capable d'interagir avec lui, de lui demander n'importe quoi. Il y a un élément qui se passe, il voit un chien, il y a un visiteur qui rentre dans la maison, puis là, pouf, c'est plus le même chien. Et puis, on n'est pas capable d'interagir avec lui, de communiquer avec lui. C'est là où ça commence à sonner des cloches. Okay. C'est sûr, quand il y a de l'agressivité, c'est sûr que, côté
c'est sûr que le chien ne doit pas être bien s'il agresse. Dans certains contextes, de l'agressivité, ça peut être normal. Un chien qui a mal, par exemple, ça peut être normal s'il se fait toucher puis qu'il a mal à quelque part ou s'il est malade ou peu importe. Mais ça doit quand même sonner des cloches. Un chien qui mord, pourquoi est-ce qu'il a mordu? Puis là, à ce moment-là, il faut analyser un petit peu la situation. Est-ce que le contexte, est-ce que le déclencheur, est-ce que la séquence d'agression était normale ou anormale? Et puis voir. Fait que ça, c'est une petite chose aussi qui peut sonner des cloches. Des peurs excessives, des orages. Pas trop, orages, des peurs paniques, mais oui, des orages, mais des fois des choses un peu banales, là, des peurs, des feuilles mortes, des plumes sur le trottoir. Des sacs de plastique, j'ai déjà vu ça. Là, quand les voisins mettent leur décoration de Noël dehors, c'est la fin du monde, puis les promenades sont l'enfer, ou des chiens qui ne veulent pas aller se promener. C'est pas grave, c'est pas la fin du monde si le chien peut se dépenser, mais veut pas, ça peut sonner une cloche si le chien est tellement fort. Pardon? Quand on gratte derrière, des fois, on trouve d'autres choses. Là. Oui. C'est fou, un chien qui refuserait d'aller faire sa promenade, souvent les choses que les chiens adorent faire à cause que non, je vais voir des affaires, puis là, il botte, puis il ne veut pas avancer. C'est révélateur là, qu'il y a de la souffrance. Ouais. Puis, des chiens qui sursautent énormément, ou des chats ou d'autres animaux, qui sursautent énormément, puis bon, ça, c'est des trucs un petit peu plus évidents, mais de léchage excessif, mutilation, même, il y en a qui vont se blesser, là, ou des troubles un peu plus compulsifs, tourner en rond après sa queue, gratter le plancher, lécher les vitres, détruire les murs. Je dis des choses que j'ai vues aussi. Il y a les chiens qui mordent dans l'air, qui essaient d'attraper des insectes invisibles. Là. Des mouches imaginaires, effectivement, des choses comme ça. Bon, dans tout ce que j'ai dit, c'est sûr que il faut voir, est-ce que c'est toujours causé par un désordre comportemental ou uniquement dans la tête? Pas toujours. Ça, c'est une chose à faire attention. Mais c'est là où on va voir selon les signes que l'animal présente et tout ça. Est-ce qu'il y a lieu de faire des tests supplémentaires ou quoi que ce soit pour voir est-ce que ça pourrait être une maladie métabolique X ou Y? Tu parlais du gobage de mouches. Ça peut être causé par différentes choses. Ça pourrait être dans la tête, mais ça pourrait être une douleur gastro-intestinale. Ça pourrait être ce qu'on appelle des flotteurs dans les yeux. Le chien voit des petits trucs qui se promènent puis il essaie de les attraper alors que c'est... Il n'est pas capable de nous le dire. Je vois des flotteurs. Puis on pourrait dire, oui, c'est normal, inquiète pas. Il n'y a pas de problème ça. Moi, je trouve que des fois, ça se rapproche de la neurologie. On peut se dire problème de comportement. Neurologie, c'est vraiment plus les nerfs, le cerveau, comme les masses dans le cerveau, les hernies discales. Puis je trouve que des fois, c'est dur de voir. En fait, je pense que c'est un travail de détective pour la personne, le vétérinaire qui fait du comportement, de dire c'est quoi qui cause ça? C'est-tu un problème gastro-intestinal? Est-ce que c'est quelque chose? Y a-t-il une masse dans la tête? Puis c'est pour ça qu'il est agressif. Parce que moi, j'en ai déjà vu un en consultation qui était hydrocéphale à côté. Puis ses comportements, c'était le pire agressivité que j'ai jamais vu. Là. Puis je pense que c'était en plus un jeune animal, il avait en bas d'un an. Un bébé qui avait 6 mois. Là. Ouais, c'est ça. À quel point tu as 6 mois, tu es un bébé chien, puis tu veux tuer tout le monde. C'est supposé être super joyeux puis vouloir tout découvrir, tu sais. Ouais, non, mais à 6 mois, il attaquait principalement toute la durée de la journée, puis il mordait puis il tenait pendant des demi-heures. C'était wild, là. Fait que, inquiétez-vous pas, ces souffrances ont été abrégées. mais bref, c'est fou comment il y a un mélange de ces différentes spécialités-là qu'il faut être capable de trier parce que, je donnais l'exemple à quelqu'un, je crois qu'on m'avait dit que la maladie de Crohn, dans le passé, c'était comme une maladie mentale. C'est sûr qu'il y avait vraiment, la maladie de Crohn se faisait traiter comme en psychiatrie parce qu'il n'était pas capable d'identifier le fait que c'était ça peut être parce que tu es stressé, que tu as tout le temps des problèmes de ventre, des crampes. C'est fou. Moi ça me choque comme ça me fait peur parce que tu ne devrais pas être traité de façon
psychiatrique si c'est une douleur physique qui doit être adressée d'une autre façon. Je suis comme, oh! Fait que c'est important de trouver vraiment la réelle cause, là. Tout à fait. Ceci dit, c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce qu'il y a quand même énormément de liens entre le système digestif et le cerveau. Ouais. Probablement que s'ils continuaient à faire ça, c'est qu'à un certain point, il y en avait certains qui s'amélioraient. Puis c'est vraiment intéressant. Puis c'est ça, je pense qu'on en découvre toujours de plus en plus à propos de ça, mais clairement, puis il y a des liens entre différents systèmes aussi, le système dermatologique, là, la peau, si on est stressé, on se gratte plus, si on se gratte plus, on est plus stressé. Les oiseaux, on le voit souvent aussi, là. Oui, que ça arrache les plumes. Souvent, il y a un problème, des fois, je ne suis pas experte dans les oiseaux, mais pour avoir travaillé au biodôme, des fois, il y a une maladie là, qui a beaucoup de P dedans. Donc, je m'excuse, je ne me rappelle plus c'est quoi. Là. Non, mais il y a différentes maladies, effectivement, qui peuvent faire du piquage. Ouais. Dès que ça a commencé, ça pique, ça guérit, ça pique, ça guérit, puis là, il commence à cycle, tout le temps. Ça peut, puis sinon, ça peut aussi être lié au stress aussi ou à l'anxiété en soi, mais oui, puis ça, c'est un gros, c'est effectivement un gros sujet aussi, là, puis je pense qu'il en reste beaucoup à savoir sur le piquage. C'est encore très nébuleux là, au niveau de la science. Qu'est-ce qu'on sait sur ce genre de maladie-là, là, des fois? Puis, c'est un trouble compulsif, mais qui rejette aussi qui fait que ça fait un certain, un peu comme se lécher ou chez l'humain, ceux qui s'arrachent les cheveux et tout, un certain, il y a une relâche. Il y a une addiction qui se fait. Il y a une certaine addiction qui se fait et puis on recommence et on recommence. Puis là, il y a même de la mutilation qui peut se faire et tout et tout. Fait que bref, c'est un gros sujet. Là, on voudrait montrer, en fait, je voulais montrer comme la complexité de la patente parce que tu l'as dit, là, dans le système digestif, je pense qu'il y a des récepteurs ou le microbiote c'est ça, exactement, produisent des neurotransmetteurs, genre de la sérotonine, puis ça pourrait influencer le comportement. Il y avait eu une étude, il me semble, de rats qu'on avait donné certains probiotiques, donc de la nourriture de microbiote, de bactéries dans tes intestins. Puis ensuite, c'est triste, mais ils ont coupé le nerf vague de la moitié des rats. Puis le nerf vague, c'est comme un des branches, des autoroutes neurologiques qui passent du système digestif jusqu'au cerveau. Puis les comportements de ceux qu'on avait coupé le microbiote avaient changé complètement. Genre, ils étaient redevenus stressés, comme avant qu'ils commencent à leur donner les probiotiques qui, justement, augmentaient la quantité de sérotonine produite par le microbiote. Des affaires de même, là. Ouais, j'ai pas lu spécifiquement ce papier-là, mais ça m'a l'air effectivement, c'est effectivement là, par le nerf vague, là, il y a plein de choses de messagers là, finalement, qui vont faire des liens entre les deux systèmes, puis définitivement, puis même il y a certains produits naturels qui vont jouer là-dessus, sur ces liens-là. Fait que quand on parle, là, tantôt je parlais de médication, mais pour ceux qui veulent essayer certains produits naturels, parfois, il y en a certains qui sont disponibles sur le marché. On a moins de recul quant à leur utilisation, mais il y a quelques études et tout là, sur différents produits qui existent. C'est quand même intéressant. Moi, je pense qu'on a expliqué plein de choses là-dessus, mais je suis sûre qu'à la maison, genre, ils commencent peut-être même pas à y croire. Je pense que c'est tabou, la santé mentale chez les humains encore. Puis que la santé mentale des animaux, on se l'a déjà dit, Francis et moi, mais avec M. César Milan qui dit que le problème est toujours à l'autre bout de la liste. Ça a comme complexifié cette compréhension-là. C'est comme si tous les organes d'un animal pouvaient être malades. Donc, il peut avoir le diabète, il peut avoir une hernie discale, il peut avoir un problème de peau, des allergies, mais rien dans le cerveau. Il ne peut pas être malade, le cerveau. Oui. Alors, effectivement, je pense que c'est aussi une spécialité qui est nouvelle. Hein? Je pense que, graduellement,
les gens poussent de plus en plus par rapport aux problématiques de leurs animaux, puis d'où vient une certaine demande aussi pour justement pour le comportement puis la santé mentale. Puis je pense que, alors que dans le passé, quand il y avait un problème, on faisait simplement se débarrasser de l'animal. Maintenant, on a plus une volonté puis une compréhension de ça. Puis je pense que les gens sont de plus en plus attentifs à leurs animaux. Puis le voient souvent. J'apprends rarement à quelqu'un que son chien est anxieux. Je vais dire, oui, on va parler des diagnostics. Je dis, bon, moi, je vais le considérer comme un chien anxieux. Puis c'est rare que les gens me disent, oh mon Dieu, je le savais pas. Non. C'est les gens. Fait que c'est sûr que pour ceux qui l'ont pas vécu, pour ceux qui n'ont pas eu d'animal anxieux, ça peut être un peu plus nébuleux, puis il y en a beaucoup des clients qui vont dire, mon Dieu, mais mon ami ne comprend pas pourquoi je donne de la médication à mon animal ou ne comprend pas tout ça. Je pense que pour ceux qui ne vivent pas avec ces animaux-là, c'est peut-être un peu plus dur de comprendre. Mais clairement, pour les clients qui ont ces animaux-là, je pense qu'ils font très bien le parallèle, puis ils comprennent généralement très, très bien. Mais oui, je pense que c'est pas quelque chose de encore communément, par tous, là, communément accepté que, par exemple, le chien qui aboie et qui grogne envers nous, on rentre chez quelqu'un, le pauvre, c'est de la peur. Ça va plus être qu'est-ce qu'il va se dire, c'est il est méchant. Ouais, c'est ça qu'ils vont dire. Ou il n'a pas peur parce qu'il reste là. Les gens, pour indiquer qu'un animal a peur, il est supposé s'enfuir ou aller se cacher. Les chats, quand il y a de la visite, qui restent en dessous de la table et qui agressent les chevilles des gens, puis on dit qu'il a peur, ils font non, il reste là. Il y a différentes façons d'exprimer sa peur. D'exprimer la peur, exactement. Donc, ça, je pense que c'est pas encore compris par tous, là. Mais non, effectivement, je pense que... Mais graduellement, je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. Puis c'est d'autant plus aussi côté... juste côté entraînement et tout ça, oui, il y a encore beaucoup de... il y a encore beaucoup de lacunes de certains côtés, mais... Je pense qu'on va quand même dans la bonne direction. Juste le nombre de ressources compétentes, vraiment de personnes qui sont bons dans le domaine du comportement, qui sont à jour au niveau de la science, de qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est éthique, qu'est-ce qui fonctionne bien, puis qu'est-ce qui ne cause pas de souffrance chez l'animal. Il y en a de plus en plus de ces gens-là. Fait que ça aide beaucoup à donner des ressources à la population pour les aider. Oui, exactement. Puis c'est ça. Puis tu sais, c'est bien pour nous, tu sais, que d'avoir accès parfois à ces éducateurs-là, à ces entraîneurs-là, à ces intervenants en comportement canin-là pour aider parfois nos patients parce que, tu sais, moi, je suis là, puis je pense que mon gros rôle, c'est de mettre en place un plan, de mettre en place une médication qui va aider l'animal au besoin. Je dis ça, mais je ne médicamente pas tous mes patients. S'ils n'en ont pas besoin, ils n'en ont pas besoin. Ce n'est pas tous mes patients qui vont ressortir avec une prescription. Ça va vraiment être selon l'analyse. Mais bref, ceux qui en ont besoin vont ressortir avec ça si les propriétaires sont prêts à aller de l'avant avec ça, parce qu'encore une fois, je tords le bras de personne. Et puis, suite à ça, j'ai en place des exercices et tout, mais par rapport au suivi, puis à la pratique de ces exercices-là sur place, parfois, moi, je peux pas aller chez tous mes clients et tout. Puis, puis certainement, il y a des intervenants en comportement canin qui sont probablement bien meilleurs que moi, pratiquement à montrer des choses parce que moi, l'accompagnement pour dire on est ensemble maintenant, on le fait l'exercice ensemble, puis on le répète, puis je te lâche pas jusqu'à temps que tu l'aies réussi, là. C'est plus difficile, puis je pense que ça coûterait cher aussi là, d'avoir un vétérinaire spécialiste qui t'aide à faire nécessairement comme toutes les petites étapes d'entraînement qu'on a besoin de faire pour les outils thérapeutiques qu'on a besoin d'entraîner. Là. Fait que c'est juste ça doit former une belle équipe, en fait. Exact. Puis, c'est un peu
Tu sais, là, on parlait tout à l'heure, tu sais, qu'on comparait un peu à un psychiatre. Ben, tu sais, je pense que les intervenants en comportement canin vont être plus, exemple, l'éducateur spécialisé, tu sais, qui est là sur le terrain, puis qui va faire le travail au jour le jour avec le chien, puis qui va aider à, justement, avoir le bon timing pour la récompense ou peu importe, tu sais, qui vont pouvoir faire l'ajustement fin de tout ça dans le plan global, puis qui va aider aussi à veut pas à faire ajuster aux besoins de la médication. Tu sais, si les gens le font super bien, puis que ben, ça marche pas, ben là, peut-être que le problème est de mon côté, puis peut-être qu'on doit, à ce moment-là, faire un réajustement de la médication, puis faire s'ajuster comme ça. Donc, bref, c'est des collaborations qui sont plaisantes à avoir, qui sont pas toujours nécessaire. Il y en a qui peuvent très bien qui peuvent très bien tout prendre ça en main, puis ça peut bien évoluer, mais dans certains cas plus délicats ou autres, c'est bien que les gens aient un accompagnement aussi. Là. Fait que dans le fond, si on compare même à de la médecine du corps, là, quelque chose que les gens sont plus familiers, c'est comme si, mettons, on avait le médecin spécialiste, l'orthopédiste qui dit, bon, tu as telle maladie de genou, tiens, puis là, tu devrais, tiens, voilà des médicaments pour la douleur, pour que le genou ne se détériore pas, mais il faut quand même que tu fasses des mouvements avec ton articulation pour renforcer les muscles, des trucs de même. Fait que tu expliques, il faut que tu fasses des mouvements, il faut que tu fasses des exercices, mais ensuite, il y a genre un physiothérapeute qui est là pour t'aider à faire les exercices, pour te dire, OK, fais tel nombre de répétitions dans tant de fois par jour, puis là, ce qui est intéressant, c'est que ton genou n'est pas droit, remets-les plus droit. Ouais. Exact. Fait qu'il est là sur le terrain, puis tu fais les mouvements avec toi, puis tu as des devoirs à faire, mais tu peux le voir un petit peu plus souvent pour aiguiller tes exercices. Puis ce qui est chouette, c'est que la comparaison ici, c'est que les médicaments prescrits par mettons, toi, ne servent pas à régler tout. Ça, grosso modo, ça sert à faire en sorte que l'animal, sa réponse au niveau émotionnel, mais sa capacité d'apprentissage soit meilleure pour que justement les exercices fonctionnent. Un peu comme l'orthopédiste, si ça faisait trop mal bouger ton genou, je ne ferais pas mes exercices. Fait justement, les éducateurs, leur job, c'est des spécialistes comme de l'apprentissage chez les animaux. Fait que si leurs exercices qui normalement fonctionnent, parce que c'est écrit dans un livre que c'est supposé fonctionner, tu sais, la désensibilisation, le renforcement positif, puis là, l'animal, ça ne fonctionne pas, il ne progresse pas, ben c'est ça le feedback que tu as besoin pour dire « Ah, je vais peut-être ajuster des choses, moi, au niveau de la thérapie médicale, pharmacologique. » Oui, non, tout à fait. Effectivement, parce que, c'est ça, la médication va aider à diminuer le seuil de réactivité, va aider à diminuer l'anxiété, va aider à diminuer à un certain point certaines peurs, va rendre l'animal plus disponible à faire ces nouveaux apprentissages-là, au lieu de passer de 0 à 100% en une fraction de seconde quand il voit telle ou telle chose. Mais là, ça va être un peu plus lent. Puis, on va être capable de aller intervenir avec notre exercice pour apaiser, puis calmer notre animal, puis changer son comportement. Puis, oui, on veut changer son comportement, mais surtout, on veut aller changer son état d'esprit, changer son émotion face à la situation. Puis, c'est là qu'on va être gagnant quand on va réussir à aller changer ça. Fait que c'est effectivement ça que notre médication permet. Puis, c'est surtout une chose très importante que je dis toujours aux gens, le but n'est jamais d'aller endormir l'animal et donc qu'il ne réagisse plus. Je veux dire, moi, je ne veux pas ça, personne veut ça. Qui subissent, mais qui disent rien. Là. Non! Oh mon Dieu! Ce serait terrible. Oh mon Dieu! Mais c'est vrai, avant, là, il y a plusieurs années, je pense qu'on utilisait comme des sédatifs. Genre de la cépromazine, là, parce que c'est un des médicaments qu'on pouvait donner par la bouche qui avait un effet sédatif. L'animal, il vit toute la détresse, mais il ne peut juste pas bouger parce que musculairement, il est comme, bon, il est trop mou. C'est pas ça qu'on veut. Là, il vit l'anxiété, mais il ne l'exprime pas. C'est ça. Puis tu as bien dit, effectivement, la cépromazine n'est pas anxiolytique. Fait effectivement, on veut aller jouer avec des médications qui diminuent notre anxiété. Parfois, dans les contextes
pour certains événements ponctuels, exemple, une visite vétérinaire, on voudrait, bon, ça dérangerait peut-être moins que l'animal soit un tout petit peu endormi, mais on va vouloir que ce soit ponctuel cette journée-là pour qu'il soit vraiment plus relax pour les manipulations, et tout ça. Donc, à ce moment-là, on peut aller combiner, faire des modifications pour ces événements stressants-là. Ou, exemple, le chien est très, très, très stressé quand il y a des visiteurs, puis là, c'est un party de Noël, dans un beau jour post-COVID, où on pourra recevoir des gens à la maison. Puis, c'est ça, notre chien est très, très, très stressé. Ben, à ce moment-là, tu sais, ça nous ferait plaisir, finalement, qu'il soit capable de dormir. Bon, à ce moment-là, c'est des petits effets qu'on veut chercher puis qu'on va être capable d'aller chercher avec certaines médications précises qui sont, encore une fois, anxiolytiques. Mais dans la vie de tous les jours, ce qu'on veut, c'est pas ça. Ce qu'on veut, c'est, oui, qu'il soit capable de bien se reposer. Puis ça, c'est une nuance aussi à faire. Peut-être que le chien va, ou le chat, ou l'oiseau, ou le cheval, va être capable de mieux dormir, être plus posé que... Pas en vigilance. C'est ça, exactement. Moins vigilant par rapport à tout. Les petits anxieux sont tout le temps en train de se demander où est-ce que ça va chier. Les personnes qui sont insomniaques qui comprennent très bien, là. Oui, comme si maintenant que je vais mourir. Puis là, est-ce que c'est maintenant que je vais mourir? Des fois, on les voit, c'est des chiens qui, au lieu de se coucher pour faire dodo, sont comme assis puis ils cognent des clous, là, comme s'il fallait absolument qu'il manque aucune image pour détecter les signes de stress, des signes de danger. C'est ça, exactement. C'est ça qu'on cherche à diminuer, là, cette hyper-vigilance-là, permettre de mieux dormir, de mieux se reposer. Puis après ça, je veux dire, de mieux dormir, ça influence énormément le comportement aussi, là. Je veux dire, quand on est bien reposé, là, on est moins susceptible, on est moins, donc ça influence tout. Mais c'est ça. Mais c'est de loin, c'est pas le but d'endormir. Puis, c'est sûr que, ça peut être un effet secondaire de la médication au début, quand on commence. De manière générale, quand on va commencer une médication, on commence toujours à basse dose pour éviter le plus possible les risques d'effets secondaires qui peuvent être, de dormir un petit peu plus, parfois des petits effets sur l'appétit, parfois des petits effets gastro-intestinaux, mais c'est quand même rare. Puis, on veut commencer bas aussi parce que une plus haute dose, c'est pas mieux qu'une trop petite, dans le sens où quand on dépasse la dose qui convient à l'animal, on peut empirer la situation. Donc, on peut vraiment commencer bas puis augmenter à toutes les quelques semaines parce que c'est quand même généralement des molécules qui prennent du temps à agir, avec lesquelles on agit. On va souvent utiliser des médicaments dans les catégories des antidépresseurs, là, comme je parlais tout à l'heure, Prozac, Luvox et tout ça. Donc, fluoxétine, fluvoxamine, clomipramine. C'est des molécules de maintien, donc ils vont avoir un taux dans le sang de l'animal très stable. Donc, pour atteindre cette belle stabilité-là, ça prend quand même quelques semaines, là. Exactement. Donc, à toutes les quelques semaines, on fait des petits ajustements selon l'évolution de l'animal. Et puis, on essaie de trouver la dose à laquelle il est bien. Puis la dose à laquelle il est bien, c'est pas la dose magique où du jour au lendemain, tout est beau. Parce qu'il n'y en a pas de dose à laquelle du jour au lendemain, tout est beau. Ça serait bien, mais il n'y en a pas. Donc, la dose idéale, c'est quoi? C'est la dose à laquelle on est capable de communiquer avec notre animal dans toutes les situations. Puis quand on est capable de communiquer, là, on va être capable de montrer des comportements alternatifs, de changer l'émotion et ainsi de suite, là, tout ce qu'on a discuté jusqu'ici. Moi, j'ai un petit exemple pour toi, souvent que je donnais aux clients pour qu'ils comprennent qu'ils ont besoin de médicaments, parce que souvent, on est réticent à ça. Puis j'expliquais comme quoi, mettons, le chien, sa ligne de stress, au lieu d'être à 2 sur 10, là, comme normal, est comme à 8. Okay? Fait que à ça, là, on sera à 10, puis là, on éclate, on n'est plus là. Puis, par exemple, un chien qui réagit très, très fortement quand on cogne à la porte, là, que dès qu'il a cogné, là, il est parti, puis il ne revient jamais dans la prochaine demi-heure. Là. Mais la médication, en descendant, des fois, cette ligne de stress-là à plus bas, mais là, on cogne, puis là, on se rend compte que le chien, il se pose une question. Il fait, devrais-je paniquer? Est-ce réellement une bombe? Vais-je mourir?
Puis là, pendant qu'il se pose la question, on peut faire « Ben non, regarde, voici une gâterie ». Donc, ça nous donne un petit laps de temps pour faire une nouvelle association, laps de temps qu'on n'avait pas avant, puisqu'il est parti comme un sprinter. Exact. Ça nous donne l'espace de temps de mettre en place la thérapie. Sinon, même si on force de la thérapie sur quelqu'un, même si on envoie dans un bootcamp d'armée un schizophrène, ça ne l'aidera pas. On n'attaque pas le problème du bon sens. Non, exactement. Exactement. Oui, non, tout à fait. Puis je peux poser la question, je l'entends vraiment souvent, là, on choisit des molécules de la famille des antidépresseurs, mais est-ce que c'est parce que l'animal a des dépressions? Ça je l'entends vraiment souvent. Mais non, c'est ça, pas parce qu'ils sont déprimés, c'est vraiment les neurotransmetteurs qu'on veut aller cibler dans le cerveau, principalement au niveau de la sérotonine majoritairement. Là. C'est ces molécules-là qui ont les effets qu'on recherche, tout simplement. C'est ça. Puis qui ont des effets anxiolytiques aussi, puis c'est ça. Est-ce que tu veux nous donner un éventail, puis je sais que c'est controversé entre guillemets, là, mais en médecine humaine, on a schizophrénie, dépression majeure, anxiété généralisée, troubles du spectre de l'autisme. Ouais. On a plein de choses comme ça. Puis, dans le domaine vétérinaire, c'est différent, l'éventail des boîtes diagnostiques. Il me semble qu'on a des plus grosses boîtes. Oui. Donc, les diagnostics... Mettons les plus fréquents, disons. Oui. Mais tu sais, je dirais que la majorité des choses, c'est relié à l'anxiété. Puis c'est sûr que ça dépend, c'est une grosse question dans le sens où ça dépend un peu à qui vous parlez. Si vous parlez de quelqu'un qui est dans le collège européen, il va avoir des diagnostics, beaucoup dans le collège américain de comportement, de médecine du comportement, il va avoir des diagnostics qui sont très, très différents de ce qu'on a ici, plus en Amérique du Nord, qui est avec le collège américain. Donc, selon le vétérinaire avec qui vous avez parlé, selon les formations qu'il a eues, ça peut différer un petit peu. Nous, c'est sûr que c'est ça. Beaucoup de choses, la majorité de ce que je vais écrire dans mes rapports, ça va être écrit secondaire à l'anxiété. Bon. Donc, l'anxiété, c'est une grosse boîte dans laquelle la majorité de mes patients sont. Anxiété généralisée, là, c'est quand on va avoir au moins 3 contextes où... Il n'y a aucune ressemblance là, entre eux. Là. Pardon? Les contextes n'ont aucune ressemblance entre eux. C'est pas juste comme il réagit quand il est avec des gens. C'est genre, OK, des gens, puis il réagit aussi avec les chiens, puis il réagit aussi avec des bruits. Puis... C'est ça, exactement. Donc, 3 contextes différents où l'animal va avoir des comportements qui sont anormaux. Donc, ça va être mon anxiété généralisée. Sinon, ben, on a notre anxiété de séparation, où ça, nous, on va le qualifier comme quand il n'y a personne à la maison avec l'animal, là, puis qu'il démontre des signes d'anxiété. Bon, tu sais, sinon, de la protection de ressources, par exemple, qui est un comportement qui est normal là, à un certain point, mais qui peut être exacerbé par l'anxiété, par contre. Hein, parce que ce que j'aime bien expliquer, puis ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore abordé, mais qui peut être aussi quelque chose que les gens rapportent souvent, puis qui peut être un red flag aussi parfois, dans le sens où c'est normal à un certain point, si on est au restaurant puis qu'on se fait enlever notre dessert, qu'on dise ben non. Par contre, la valeur de la ressource a un rôle à jouer là-dedans. Là. Aussi, mais ce ne serait pas normal que si le serveur vient m'enlever mon dessert, ben, je prenne ma fourchette et je commence à courir après lui. Non, exact. Donc, ce ne serait pas socialement acceptable, je crois. Aussi, donc c'est ça. Donc, c'est normal pour un chien de protéger à un certain point quelque chose qui a une haute valeur pour lui. Ceci dit, c'est pas nécessairement normal que si on rentre dans la pièce où le chien est, ben là, il se retourne vers nous et viennent nous courir après, par exemple. Donc, tout est... Ça dépend tout le temps. Moi, j'ai eu un chien qui protégeait du coulis de tuiles, comprends?
Donc, le plancher, il lichait le coulis, puis il protégeait donc tout le plancher. Hein? Comme, ça devient problématique sur un moyen temps. Ça devient problématique. Oui. Oui. Tu peux pas gérer, tu peux pas faire de la gestion. Il faudrait que tu enlèves ton plancher, puis là, tu mets du bois franc. Fait que, tu sais, c'est un peu... Puis on voit que ça fait pas de sens dans l'intensité. Ouais, c'est ça. Ouais, ça fait pas de sens, c'est pas justifié. C'est pas vraiment justifié. Ça doit pas goûter très bon. C'est pas... pas rare, c'est pas rien. Ouais. Protection de ressources, des fois oui, des fois non. Réactivité, est-ce que tu les mets dans l'anxiété? Comment? Oui, réactivité, ça peut être quelque chose aussi. Agression de prédation qui peut être aussi quelque chose. Bon, sinon, des comportements compulsifs, on peut plus ou moins dire obsessif. Oui, le TOC. C'est ça, parce que le obsessif, on ne peut pas vraiment leur demander est-ce que c'est une obsession. Ils pensent tout le temps. Ça. On ne sait pas s'ils pensent toujours ou pas. Donc, on appelle ça plus un trouble compulsif. Donc, là-dedans, il y a différentes choses qui peuvent rentrer. Ça peut être très, très, très variable, mais tourner en rond après sa queue, lécher des choses, se lécher eux-mêmes, faire un pattern, un pattern dans la maison, là, comme du pacing, effectivement. Dans les animaux de joue, on voit ça. Le pas de l'ours, là, c'est un classique, là, un aller-retour en avance-recul, avance-recul. Là. Exact. Moi, je pense à hyperactivité. Oui, hyperactivité. Puis ça, bon, tu sais, la différence, c'est un diagnostic qui est plus européen qu'américain. Américain, en tout cas, les critères sont un peu différents. Mais oui, ça reste un diagnostic, là, effectivement, qui existe, qui colle bien souvent avec plusieurs patients, là, effectivement. Moi, j'aime bien entendre que par rapport à hyperactif, puis même anxiété de séparation, que ce sont des diagnostics. Hein? Ce n'est pas juste une étiquette que tu donnes à un patient parce qu'il est énervé. On entend beaucoup ça aussi, un peu l'utilisation de ces mots-là qui sont des jargons médicaux, sérieux, souvent problématiques. Les vraies personnes qui ont un animal hyperactif, ils le disent en pleurant, là, pas genre il est tellement hyperactif, mon chien. C'est grave, l'hyperactivité. Les chats bipolaires, tu dois l'avoir entendu souvent. On entend beaucoup les chats bipolaires. À ma connaissance... non, effectivement. Puis souvent, à ce moment-là, les chats bipolaires, ça va souvent être des chats qu'on appelle les chats caressés mordeurs. Ouais. Donc, des chats qui vont être caressés et tout d'un coup, puis je vais le dire entre guillemets, vont mordre. Mais tout d'un coup, c'est souvent parce qu'on n'a pas trop lu leurs signaux avant qu'ils se retournent et qu'ils mordent. Il y en a qui peuvent faire moins de signaux que d'autres, là, mais la majorité du temps, ils vont quand même faire des petits signes qui ne sont pas super à l'aise ou qui souhaitent arrêter l'interaction, des petits coups de queue ou les petites oreilles vers l'arrière ou les pupilles qui commencent à grossir. Puis, bang, on a une morsure par la suite. Fait que ça, chez les chats, assez fréquent, effectivement, assez fréquent. Ça peut être aussi de l'agression qui est défensive chez les chats ou reliée à de l'anxiété reliée à des milieux clos à un certain point. Hein. Des fois, on le... quand l'animal il est confiné dans un certain petitesse d'espace. Il y en a que c'est quand même gros l'espace, là, mais juste dans une maison, parfois, s'il y a pas beaucoup d'enrichissement, par exemple, pour les chats et tout ça, ça peut quand même créer parfois, pour certains individus, un stress qui est considérable. C'est très variable, je pense, d'un à l'autre et tout ça, mais il peut y avoir ça. Est-ce que je me trompe ou on dirait que comme le diagnostic en médecine du comportement dans le domaine vétérinaire, là, c'est pas comme le point tournant pour aider l'animal. On n'est pas obligé comme de mettre nécessairement un nom pour vouloir l'aider, justement, avec des boîtes aussi larges. Est-ce que je me trompe? C'est quoi ton avis là-dessus? Tu dis que c'est très important ou que c'est pas très important? On dirait que c'est pas très important, c'est pas le point tournant. C'est ça. Non, effectivement, je suis d'accord avec toi. Je suis contente qu'on se dise la même chose. Parce que, tu sais, si en plus, je veux dire, tu traverses l'Atlantique, puis c'est pas en toutes les mêmes diagnostics, c'est pas en toutes les mêmes critères pour faire des diagnostics avec le même nom.
ça ne doit pas être. Je veux dire, si j'espère que des deux côtés de l'Atlantique, il y a autant de patients qui bénéficient des traitements et qui vont mieux suivant les services et les thérapies. Fait que c'est ça, peu importe c'est quoi le nom que tu décides à mettre sur les symptômes qu'il a. Effectivement. Non, je vais glisser là-dessus juste 2 petites secondes, Francis, parce que ça, c'était un des points qu'en oncologie, on faisait le plus mettre de l'avant. Donc, nous, en oncologie, ce qu'on disait, c'est qu'il y a 2 raisons de faire un test. Donc, ce n'est pas pour connaître le diagnostic, c'est pour établir le pronostic et établir le plan de traitement. Donc, de savoir le diagnostic, s'il se traite de la même façon qu'une autre chose, ça a peu de valeur. T'sais. Mais savoir déterminer le pronostic dans le cas d'un cancer, ça a une valeur parce que ça influence mon plan de traitement. Donc, est-ce que pour le guérir, la personne est prête à mettre l'argent pour la chirurgie ou il va vivre 3 mois, es-tu prêt à mettre le même montant pour la chirurgie? Là, ça a un impact. Donc, tu sais, je pense que ça touche ça un peu en savoir, fine, peu importe le nom que tu vas mettre dessus, là, c'est quoi le plan de traitement pour ce genre de symptômes-là? Ça doit être un peu la même chose. Comment tu vois ça, Isabelle? Oui, exact. C'est ça, tu sais, souvent, c'est la manière que je le dis aux gens, tu sais, je vais dire, bon, votre chien, je le considère comme un chien anxieux. Vous allez voir, je vais vous mettre une petite liste là, de mes différents diagnostics. Au final, c'est plus ou moins important. Là, ce qui est important, c'est comment est-ce qu'on va traiter ça. Puis effectivement, tu sais, ça va être selon comment l'animal va réagir dans les différents contextes, qui a réagi à, par exemple, s'il a reçu des traitements dans le passé ou autre, qui va me guider un petit peu à quelle médication, vers quelle médication je veux aller. Puis, c'est à ça, peu importe aussi de la cause sous-jacente. Parce que ça, c'est un gros point. Quand c'est un gros point, les gens veulent beaucoup savoir, est-ce que c'est à cause du gros chien noir qui l'a regardé de travail il y a 5 ans? Parce que quand il a été petit, il s'est fait battre. Je suis sûre qu'il s'est fait battre. Je ne sais pas, mais je suis sûre qu'il s'est fait battre. C'est ça, tu sais, c'est beaucoup de choses comme ça qu'on veut savoir. Puis dans beaucoup de cas, on ne le saura pas. Est-ce que c'était réellement tel ou tel événement? Est-ce que ça ne l'était pas? C'est ça. On ne saura pas, je n'aurai pas de réponse pour eux. Ceci dit, ça ne change pas la manière dont moi je vais le traiter. Ça ne change pas actuellement comment il est. Ça ne change pas de la manière dont je vais le traiter. Ça ne change pas non plus les résultats qu'on va pouvoir avoir. Donc, effectivement, on ne doit pas trop s'attarder. Mais oui, ce que j'explique aux gens, c'est qu'il y a 3 grosses choses qui peuvent influencer le comportement de notre animal en ce moment. Il y a le développement en jeune âge, il y a des périodes sensibles en jeune âge, puis bon, c'est là où l'animal va un peu poser ses repères par rapport à la normalité, ce qui est normal, puis ce qui est anormal. Fait que c'est sûr que s'il n'a pas vu grand-chose, bien, il y a peut-être plus de choses pour lui qui va paraître anormal. Il y a l'environnement actuel de l'animal, comment les gens interagissent avec leur chien, leur chat ou peu importe, les méthodes qui sont utilisées. C'est sûr qu'un chien qui est très anxieux, puis avec des gens qui utilisent par exemple un collier à choc ou des méthodes très punitives, ça ne me surprendrait pas que ce chien-là devienne très agressif avec les méthodes punitives qui sont basées plus sur la peur, qui va faire au chien des mauvaises associations, puis qui va empirer la problématique du comportement. Donc, bref. Ou au contraire, un chien très, très, très anxieux, puis la personne qui a utilisé énormément de gâteries, bien, probablement qu'elle a fait beaucoup, beaucoup de chemin, finalement, par elle-même avant de venir nous voir, puis qui s'est déjà améliorée, mais qui a atteint quand même un plateau, puis là, qu'avec notre médication, on va aller défaire ce plateau-là, puis continuer à avoir des améliorations. Puis, bon, la troisième chose qui va influencer, c'est la génétique de notre patient lui-même. C'est un individu unique. Et puis, même s'il provient de la famille parfaite, entre guillemets, où il n'y avait personne dans sa famille qui était anxieux ou qui avait des anxieux dans sa famille, parce qu'on sait qu'il y a une très grosse part de génétique. Si on sait que
les parents étaient des très, très, très anxieux, bien, très possible que sa génétique soit influencée, mais lui, en tant que tel, peut être anxieux, comme chez les humains, on peut être anxieux sans avoir nécessairement d'anxiété dans notre famille. Donc, il y a l'individualité de chacun qui importe aussi là, dans tout ça. Donc, mais peu importe la cause, notre médication va nous permettre de faire des progrès. Et les exercices, hein, puis pour arriver à nos buts. Donc, puis on ne peut rien changer sur la cause. Comme tu l'as nommé, les 3 choses, il n'y a rien à faire là-dessus. Donc, on ne va pas prendre 45 minutes à se demander est-ce que c'est ma relation avec ma mère? Dans le sens, chez l'animal, il n'y a pas d'avantage à aller là sur la cause de peut-être de je ne sais pas. Puis moi, j'ai toujours donné l'exemple, 2 individus pareils, ils tombent, des humains, on tombe dans les marches. Il y en a un qui descend plus jamais les marches de sa vie. Il dit plus jamais, ça a fait mal, je ne retourne plus jamais. Il va stresser, là, fait que là, plus jamais les marches. Puis l'autre, il a une certaine résilience, puis il s'en remet. C'est quoi la différence entre les causes? Ben, il n'y en a pas. C'est une différence des individus, dans le fond. Fait que de pas s'attarder à trop longtemps à ça. J'avais donné l'exemple de la socialisation. Mon chien réagit aux autres chiens parce que j'ai jamais été socialisé. Il n'en a pas vu quand il était petit. On a beaucoup peur des chiens COVID, d'ailleurs, à cause qu'on sait qu'il y en a plein qui ne verront pas beaucoup de gens ou pas beaucoup d'autres animaux à cause du confinement et tout. Fait que, oui, ça pourrait être une explication de pourquoi plusieurs de ces chiens-là vont peut-être être plus réactifs aux gens et tout. Mais la période de socialisation, elle a un début et elle a une fin. C'est une période dans le développement du chien. À un moment donné, ça s'estompe beaucoup. Même si c'était ça l'explication, avec preuve ou sans preuve, il est trop tard. C'est fini. Tout ce qu'on peut faire, c'est des exercices des sensibilisations contre conditionnement. Puis ça serait les mêmes exercices qu'on ait l'historique de l'animal ou pas. Fait que, c'est non, effectivement. Puis c'est là où... Puis c'est ça, puis encore une fois, pour les cas sévères qui en ont besoin, même si c'était une période qui était cruciale, ça n'empêche pas qu'on est capable quand même de réverser ça avec une médication, au besoin, parce que s'il n'y en a pas besoin, encore une fois, il n'y en a pas besoin. Mais au besoin, même si c'était cette période-là cruciale qui avait été manquée ou peu importe, c'est pas terminé trop tard, il n'y a plus rien à faire et tout. Là, on a encore. Qu'on s'excuse tout le temps de vouloir donner de la médication. On est très sensible en disant pas tout le temps, là, juste quand il y en a besoin, mais c'est comme pas un speech que les vétérinaires généralistes vont faire sur le diabète. Par exemple, ton chat a besoin d'insuline. Juste au besoin. Je trouve qu'on est très précautionneux parce que ça fâche, mais ça choque l'imaginaire, je pense. C'est le tabou, si tu as mentionné, je pense. C'est le tabou, c'est ça. Fait que, c'est fou de voir à quel point on est comme, inquiétez-vous pas, là, on ne donne pas des médicaments à ceux qui n'en ont pas besoin, comme on ne donne pas d'insuline à un chat qui n'a pas de diabète. Non, effectivement. Je pense que c'est un petit défaut professionnel du fait de... Parce que je trouve que ça passe souvent mieux d'y aller comme ça, juste parce que je trouve qu'en comportement, peut-être plus que dans d'autres spécialités, ça nous prend le commitment, l'engagement des gens. Les gens doivent être vraiment partants pour s'investir dans le traitement sans que je dis pas que ça prend tant de temps que ça. Les exercices, c'est pas quelque chose que tu fais 3 heures par jour, là, loin de là. C'est juste quelque chose qu'on doit intégrer dans notre routine et tout ça. Mais c'est juste que si on n'a pas des gens qui sont engagés dans ça, des gens qui vont à reculons, ça ne marchera pas. C'est ça. Parce que ça fait partie de la solution aussi. C'est comme toute une grosse équipe ensemble. Fait qu'il faut que les gens soient partants pour la médication. Puis, faut qu'ils croient, faut qu'ils fassent confiance. C'est ça, qu'ils fassent confiance. Puis c'est là où on va voir. C'est quand on va faire une équipe et que tout le monde va être partant dans tout ça, où on va voir les résultats arriver. Parce que si on part en se disant « Oh mon Dieu, je ne veux pas donner la médication
je ne veux pas donner la médication. Là, c'est sûr qu'on va voir tous les effets secondaires possibles. Puis, tu sais, je le dis moi-même, tu sais, c'est sûr que, tu sais, si je n'étais pas convaincue de donner telle ou telle chose à mon animal, tu sais, je serais tellement... tu sais, je suis tellement maman poule que je serais « Oh, y a-tu telle chose? Y a-tu telle chose? Oh, j'aime pas ça. Oh, j'arrête-tu? Oh, T'sais, si on n'est pas à 100%, oui, je pense que ça va vraiment aider. On cherche des puces à un certain point, puis on dit « Oh non, ça ne fait pas ce que je veux comme effet et tout. » Alors que si vraiment on prend la décision en connaissance de cause de « Non, OK, je comprends ce que c'est supposé faire, puis je comprends que le but, c'est de l'aider à diminuer son anxiété, diminuer ses peurs, puis ça va me permettre de mieux communiquer avec lui pour lui montrer d'autres comportements. » Eh bien, OK, allons-y, puis on y va. Puis, une dernière petite chose aussi que je veux mentionner, c'est que la médication aussi, c'est pas nécessairement quelque chose qui va être donné à vie. Hein? Parfois, oui. C'est pas grave, mais c'est pas nécessairement le but. Hein? Le but, c'est d'aller chercher une belle stabilité, de garder ça quelques mois, de cette belle stabilité-là, de pratiquer les exercices et tout. Puis quand on a ancré, forger le nouveau comportement, en théorie, on peut retirer doucement la médication, puis doucement, hein, c'est jamais quelque chose qu'on doit retirer du jour au lendemain, mais doucement, et puis l'animal devrait retenir. Ouais, c'est ça la question qu'on se pose, hein, c'est chien, maintenant que tu sembles avoir appris les nouvelles affaires, est-ce que tu conserves ces apprentissages-là si je t'enlève un petit peu de la médication? Parce qu'à un certain point, on peut se poser la question, est-ce que ton corps est capable de produire assez genre de sérotonine, vu qu'on touche beaucoup à cela, sans un ajout artificiel? C'est pour ça qu'on le sait graduellement, c'est pour donner le corps de faire « Oh, il y en a un petit peu moins, puis j'essaie de prendre le dessus, de compenser. » Parce que même s'il a gardé les apprentissages de « OK, quand je vois un autre chien, là, plus de panique, si je regarde papa, maman, puis je m'assois, tout va bien aller », ben des fois, tu enlèves la médication, puis si son corps il est physiquement pas capable de produire assez de sérotonine, il va revoir le chien, puis il va ressentir l'anxiété qu'il avait avant, même s'il connaît « Ah, je sais que si je regarde, mais le chien! » Puis là, il va se remettre à réagir. J'ai bien personnifié un chien. C'est là où on leur réaugmente un petit peu, on la laisse un peu plus longtemps, on pourrait réessayer plus tard ou peu importe. Mais oui, il faut beaucoup s'ajuster. Il n'y a aucune formule magique qui fonctionne avec tous. Ça, c'est sûr qu'il faut s'enlever ça de la tête. Là. Puis il n'y a pas de protocole. On écrit la moitié du plan, puis c'est les autres qui écrivent l'autre moitié. Là. Ouais. Ça doit dépendre aussi. Mettons, les chiens, là, nous, on disait dans le temps, ils ont une dysplasie de hanche. T'en as un qui va rentrer en marchant tout croche. Puis au radio, il y a une mini-dysplasie de la hanche. Puis il y en a un qui marche pas si pire, puis à la radiographie, il y a comme... Écoute, c'est dégueulasse. Là. Il n'y a rien. Fait que, des fois, tu te dis en médecine comportementale, ben, tu donnes la toute petite dose, puis Colin, ça a fait un effet. Puis l'autre qui a juste un petit signe, là la petite dose, elle ne marche pas, puis là, il faut que tu combines plein de choses. Fait que c'est comme pas un mystère, comme si on n'avait aucune idée, là, mais c'est un essai thérapeutique qui va donner la meilleure idée de sa réponse. Ouais. Exactement, parce que malheureusement, on n'a rien jusqu'ici qui dit « Ah oui, tel animal va répondre mieux à telle médication. » Ça serait tellement génial si on était capable de doser quelque chose. Une prise de sang de sérotonine. Oui, alors, on teste la sérotonine c'est ça. Ben, c'est ça, mais non, on le sait que celle dans le sang ne reflète pas celle dans le cerveau, qu'il n'y a pas de lien. Fait que, on n'a pas on n'a effectivement pas de test qui nous dit rien, qui nous dit même est-ce que l'animal a besoin d'une médication ou non, encore moins quelle sorte de médication. Donc, c'est ça, c'est un peu essai-erreur. Puis, c'est d'où le fait que, de commencer bas puis de s'ajuster doucement, c'est bien important. Mais c'est sûr que c'est un long processus, veut pas, mais quand même, la majorité des patients s'améliorent avec ça. Ouais. Là, c'est ça le message qu'il faut retenir. T'sais, même si on baigne dans du flou, en guillemets, à comportement, parce qu'il y a tellement de nuances, ça dépend, malgré ça, la certaine rigueur qu'on est capable d'avoir avec les infos qu'on a, on réussit à les amener à mieux. On réussit à aider ces patients-là, à leur apporter du bien-être. C'est ça qu'il faut retenir. Il n'y a pas de recette miracle, mais
il y a une certaine garantie d'amélioration dans la majorité des cas à un certain point, encore une fois. Parce que, mon Dieu, si ça ne marchait pas, ça n'existerait pas. Point. C'est un melting pot. Moi, je l'exprime souvent comme plusieurs choses. Il faudrait qu'il soit diagnostiqué tôt. Là, ça, je l'ai pas. On ne l'a pas dit, mais le plus tôt on y va, là, moins le chemin dans la tête de je pogne les nerfs ou je réagis d'une façon, il est moins aplati. Là, on va pouvoir faire un autre chemin. Mais mettre en place une thérapie médicamenteuse, de la gestion d'environnement, il jappe aux fenêtres, barre tes fenêtres, arrête de le faire marcher sur cette neurone-là. Les outils de thérapie, changer les outils d'entraînement. Il y a comme plusieurs facettes, je pense, qui peuvent nécessairement mener à quelque part là, avec l'animal. Tout à fait. Hey, c'est super intéressant. Merci beaucoup, Isabelle. T'avais-tu un autre point que tu voulais mentionner? Parce que je vois qu'on a fait, je pense, le tour. Ben oui, non, pas particulièrement. Okay. Je pense que ça donne une bonne idée là, de effectivement ce qu'on fait en médecine du comportement. C'est pourquoi toi, ça te tient à cœur cette spécialité-là? Qu'est-ce qui t'a attiré en fait dans ce domaine de pratique-là? Ouais, je pense que premièrement, la première chose qui m'a attirée vers ça, c'était le côté entraînement. Moi, quand j'ai eu mes premiers cours là, de comportement au début de la médecine vétérinaire, Dr. Frank, à ce moment-là, qui nous donnait des cours, nous a montré des petites vidéos là, de chats qui faisaient des tours. Puis avec mon premier chat, j'ai commencé à lui montrer plein de choses. Puis j'ai vraiment adoré ça, lui montrer des choses comme ça. Ensuite de ça, j'ai eu mon propre... après avoir malheureusement perdu ce chat-là qui était mon âme sœur féline. J'ai récupéré un petit chaton qui avait lui-même des problématiques de comportement assez importantes, qui présentait de l'agression assez importante. Donc, encore une fois, avec l'entraînement, j'ai beaucoup travaillé. Je me suis ramassée moi-même étant étudiante au service de comportement. Et puis, bref, de fil en aiguille, mes connaissances sont un peu augmentées en médecine du comportement. Puis, juste parce que tu avais toi-même, ton propre animal avait besoin de ça, dans le fond. Ça. Oui, c'est ça, avec lui. Puis j'ai trouvé aussi, au fur et à mesure que je faisais mes stages et tout dans les différents services, dont en comportement, que c'était une spécialité qui me rejoignait beaucoup dans le sens où on travaille beaucoup le lien, je trouve, entre l'humain et les animaux. Puis ça, je pense que ce que j'aime le plus, là, de travailler cette relation-là entre les gens puis leurs membres de leur famille non humains là, pour rétablir des meilleurs liens. Là. Je pense que c'est ce qui m'anime le plus. Je pense que quand on est capable de faire quand on est capable de diminuer l'anxiété puis de les rendre mieux, ça améliore tellement la vie de la qualité de vie de tout le monde. C'est ça, que moi, c'est ce qui m'anime le plus là-dedans, là, mais c'est ça. Mais ce qui m'a rapproché, c'était ma petite bestiole à moi. Ton édition spéciale à toi. C'est ça, exactement, ma petite édition spéciale. Là. Puis, mais chacun, c'est ça. Ça fut un peu là, le pourquoi. Nice. Ben, pour vrai, là, s'il y a bien une qualité unique, je trouve qu'il y a de la médecine du comportement, de ce domaine-là de la médecine, c'est ce que tu as dit, la relation, cette valeur de bien-être-là. Tu sais, tous les autres départements, on veut le bien-être de l'animal, on ne veut pas qu'il souffre, on veut enlever ses maladies. Mais dans le domaine du comportement, ça passe par bâtir une relation avec l'humain, comment l'humain devrait agir avec l'animal, avec compassion, avec bienveillance, avec beaucoup de protection aussi de « OK, mon patient, mon petit chien, il réagit à ces affaires-là, je vais le protéger de ces affaires-là jusqu'à ce qu'il aille mieux. » Ça fait... Puis, tu sais, d'enseigner ça, de propager ces valeurs-là, une personne à la fois, c'est ça. C'est le fun. Ça fait du bien dans son cœur. Beaucoup. Je comprends. Voilà. Je pense qu'on peut finir là-dessus. Je pense que c'était un beau wrap-up de bien-être animal et tout, mais j'espère que ça a un peu démystifié
tout ce qui est médecine du comportement. C'est un terme des fois qu'on n'entend pas souvent. Donc, je suis contente d'avoir pu comme explorer ça avec toi. Merci Isabelle Bazin. On va dire ton nom au complet. Si vous avez des questions que vous voudriez poser à Dr Bazin, bien, je vous propose que les techniciens fassent un certain filtre. Si vous voulez nous écrire, écrivez-nous. OK? Si on peut vous répondre, on va vous répondre directement. Puis sinon, on va peut-être en copier une coupe, on va demander à Dr Bazin, puis peut-être qu'on va se revoir peut-être sur un autre oui, épisode. tout à fait, ça me ferait plaisir. Merci beaucoup, Isabelle. Bon succès dans ton futur parce que tu as pas besoin de chance, fait que vraiment, bon succès. Merci. Puis, à plus tout le monde. À la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup. Bye bye. Bye.